Voilà, donc il est 11h31 pile. Mesdames, Messieurs, chers clients, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire sur nos perspectives économiques et de marché. Je suis accompagné, comme d'habitude, pour cet exercice par notre Chief Investment Officer, Monsieur Daniel Varela. Bonjour Daniel. Bonjour Ali. Et je voulais commencer par faire une rapide introduction par rapport à cette partie des investissements. Voilà. Et puis, en remettant les investissements dans le contexte, l'investissement doit toujours servir un but. L'investissement n'est pas une fin en soi. Et puis, j'explique également, nous sommes assez fiers de proposer une combinaison d'expertise unique au service de vos projets de vie avec le conseil patrimonial au cœur de l'approche, des solutions de financement et des solutions d'investissement. Je m'arrête là pour l'introduction et on va rentrer directement dans le vif du sujet au niveau des investissements avec une première question pour toi, Daniel. Sachant, je rappelle, que vous pouvez poser vos questions par chat avec le petit bouton point d'interrogation. Et je suis très heureux de dire que nous avons déjà des questions qui ont été posées dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Et puis, nous tâcherons d'y répondre à la fin. Alors, c'est la question qu'on te pose à chaque fois. Où est-ce qu'on en est? Mais surtout, où est-ce qu'on en est dans le contexte du Covid, qui a eu un fort impact sur les marchés financiers. On se rappelle du creux qu'on a fait en mars l'année dernière. Depuis, on a une remontée assez spectaculaire des marchés, si on prend le point bas de l'année dernière. Et j'adore cette formulation. Le décalage a été puissant, mais l'altitude de croisière, quelle va être elle? Qu'est-ce qu'elle va être, cette altitude de croisière? Et surtout, quelle durée? Alors, on va revenir effectivement sur ce décollage puissant et quelle sera l'altitude de croisière. Effectivement, il faut aborder la question de la crise sanitaire. Je pense que pour ceux qui ont participé à notre dernier webinaire du mois de juin, on affichait déjà un certain optimisme, puisqu'on s'était permis de dire que, en principe, le monde était en train de tourner la page sur cette crise sanitaire. C'est quelque chose qui est en train de se confirmer. Et ce qui a vraiment changé la donne sur cette crise sanitaire, c'est les campagnes de vaccination. Le fait qu'on a eu des vaccins qui ont été à disposition, ça a permis effectivement de renverser la tendance. Si on le voit assez facilement sur ce graphique, on voit à quel point, en fait, depuis que les vaccins sont disponibles, eh bien, ça n'a pas empêché qu'il y ait de nouvelles vagues de contamination. Par contre, ça a rendu à chaque fois les vagues moins hautes. On a cassé cette dynamique, cette spirale que l'on avait sur cette épidémie. Et ces vagues qui sont toujours moins hautes, c'est quelque chose qui est une tendance tout à fait favorable. Alors c'est vrai que il reste toujours cette possibilité qu'éventuellement il y ait l'apparition d'un variant virulent qui éventuellement échapperait à la protection des vaccins. Mais on le voit même avec le variant Delta, qui était très contagieux. On a malgré tout un monde qui est quand même sur la voie d'un retour à la normale. Ouais. En termes de nouvelles hospitalisations, en termes de décès, on voit que même le variant Delta n'a pas permis à l'épidémie de repartir de plus belle. On a une épidémie qui gentiment est en train de rentrer, d'arriver sous contrôle. En fait, les spécialistes, on lit beaucoup de commentaires de spécialistes, que nous ne sommes pas, je tiens à le préciser, à le rappeler, la plupart des spécialistes aujourd'hui commencent à abandonner le mot de pandémie ou d'épidémie et de parler de plus en plus d'une situation endémique. Donc, un virus qui va s'installer sur la durée, avec lequel on va devoir vivre, qui de temps en temps, comme d'autres virus, vont réapparaître, vont provoquer éventuellement des sursauts, mais déjà plus une situation d'épidémie. Et donc, c'est vrai que le vrai changement, c'était au niveau de la vaccination. Et on voit qu'au niveau de la vaccination, eh bien, l'Europe, on partait de loin. Pendant très longtemps, on avait peur, notamment au début d'année, que l'Europe afficherait beaucoup de retard. En fait, ce n'est pas le cas. On constate que l'Europe est quasiment devenue la championne de la vaccination. On le voit sur ce graphique. Le pays le mieux classé, c'est l'Espagne, mais on voit également que des pays comme la France, l'Italie, le Royaume-Uni. C'est plus l'Europe. C'est plus l'Europe, depuis le Brexit, absolument. C'est des pays qui affichent vraiment un taux de vaccination extrêmement élevé. Et on voit à quel point ça fait que
l'Europe notamment, mais les États-Unis également, on est retourné à une situation de quasi-normalité par rapport à cette épidémie, et c'est quelque chose de très positif. On remarque bien entendu dans ce graphique, sur ce graphique, qu'il y a pas mal de marchés émergents qui sont à la traîne. Les marchés plus émergents, les pays pauvres, c'est vrai qu'on a eu tendance, depuis l'éclatement de la crise sanitaire, depuis l'apparition des vaccins, les pays industrialisés, les pays riches ont eu tendance à accaparer un peu les premières doses. On voit que maintenant les doses commencent à arriver dans les pays moins développés, dans les pays pauvres, et ça c'est une très bonne chose. On commence à vacciner à large échelle également dans ces pays-là, et ça permettra effectivement un certain rattrapage, et ça permettra aussi sans doute d'éviter qu'il y ait justement des variants plus virulents qui apparaissent une fois que la population mondiale sera largement vaccinée. Et je me permets de compléter, hein, en Suisse, on est environ à 64%, mais étant un petit pays dans le monde, on n'est pas sur le graphique malheureusement, mais c'est une précision importante. Voilà. Malheureusement, malgré le fait que la Suisse est un pays riche, voire même très riche, c'est vrai qu'on n'est pas parmi les mieux classés, probablement qu'il y a des efforts à faire pour pouvoir atteindre cette fameuse immunité collective, et probablement qu'on est sur la bonne voie. Alors, bien entendu, donc, les impacts économiques, on voit que depuis que la vaccination est disponible, eh bien, on a eu un redressement économique extrêmement puissant. On observe ici sur ces indicateurs, les indicateurs qu'on appelle PMI, les sondages auprès des directeurs d'achat, auprès des dirigeants d'entreprise, sur le climat des affaires. Ce que l'on constate, c'est qu'on a eu un gros coup d'accordéon, donc on a plongé très très fort au moment des confinements durant l'année 2020. Le plongeon a été encore plus fort dans le domaine des services. Tout ce qui était restauration, spectacle, tourisme, loisirs, on a fermé les portes. Tout s'est arrêté. Et par contre, ça s'est redressé assez fort. On voit que dernièrement, il y a un petit tassement sur l'indicateur des services qui est probablement lié au variant Delta, qui a un petit peu perturbé la réouverture économique que l'on envisageait pour cet été. C'est sans doute temporaire, mais on voit effectivement que l'activité se tasse un petit peu. Si l'activité se tasse un peu aussi, c'est aussi lié à des contraintes, à des soucis au niveau de goulots d'étranglement qui sont apparus dans les chaînes d'approvisionnement. Et ces goulots d'étranglement sont vraiment très très forts. On le voit, ces indicateurs qui mesurent, on appelle pour les connaisseurs les Supplier Delivery Times. Donc en fait, c'est des indicateurs qui mesurent les délais de livraison. Plus on est bas sur ce chiffre, plus les délais de livraison sont longs. Et ce que l'on constate, c'est que malheureusement, en Europe, aux États-Unis, les pays industrialisés, c'est les pays qui sont le plus confrontés à ces goulots d'étranglement. Pourquoi? Parce que ces pays importent énormément de choses en provenance d'Asie, en provenance de la Chine. On remarque par contre que les pays qui importent peu, qui ont plutôt une production locale, eh bien ceux-là sont confrontés à une situation normale, pas de vrai retard de livraison. Je pense qu'il y a eu des images qui sont sorties dans la presse ces derniers temps, que ce soit dans les journaux ou bien également à la télévision, des images qui ont vraiment frappé les esprits. On voit au large du port de Los Angeles, le port de Long Beach, on voit des dizaines, pour ne pas dire de centaines de porte-conteneurs, de bateaux porte-conteneurs qui sont amarrés au large, à l'ancre, et qui attendent d'être déchargés. On voit à quel point les pays industrialisés, que ce soit les États-Unis ou l'Europe, on n'est probablement pas prêt à vivre avec des croissances aussi fortes. Et je reviendrai sur la croissance et le niveau de croissance qui a été vraiment très très fort depuis le début de l'année. Et cette croissance, ce retour de croissance assez violent après avoir connu un confinement extrêmement strict, ça a provoqué ces goulots d'étranglement qui probablement pèsent en ce moment sur la croissance. Donc une croissance qui a tendance à ralentir, mais c'est presque une bonne chose. C'est un ralentissement presque bienvenu parce qu'on voit que ça provoque quelques tensions au niveau de l'économie et probablement dans certains secteurs des signes de surchauffe. Et du coup, si on regarde maintenant par région, ce que ça donne. Voilà, au niveau des États-Unis, c'est vrai qu'on le voit sur ce graphique, on a eu un rebond très violent, très fort de la croissance
durant les 2 premiers trimestres. Donc des niveaux de 6 et quelques pourcents, 6,5% de croissance annualisée. C'est des niveaux qu'on connaît rarement dans les pays industrialisés. C'est plutôt des niveaux de croissance qui sont réservés aux pays émergents. On voit que ça se tasse de manière assez naturelle, aussi pour les problèmes que j'ai mentionnés de retour, léger rebond de l'épidémie avec le variant Delta, mais également avec ces rouleaux d'étranglement que l'on a dans pas mal de secteurs d'activité. Et puis des manques de matériaux, des manques de produits finis, donc les stocks sont extrêmement bas. Donc c'est assez naturel qu'on ait ce ralentissement-là. On voit qu'on va ralentir aux alentours de 5%. C'est des projections qui sont faites par la banque d'affaires Goldman Sachs, mais on est assez aligné avec ces projections. Néanmoins, on constate qu'on va avoir une croissance qui va être assez forte sur l'année 2021, aux alentours de 6%, entre 5,5 et 6% de croissance. Oui. Et même si on a un léger tassement pour l'année prochaine, avec des niveaux de croissance qui devraient s'établir aux alentours de 4,5, voire 5% de croissance aux États-Unis, ça reste vraiment une très bonne dynamique. Oui. Avant la crise sanitaire, les années qui ont précédé la crise sanitaire, on a rarement eu des niveaux de croissance de cet ordre aux États-Unis. Et on voit que c'est un phénomène mondial. On conserve une bonne dynamique à l'échelle mondiale, y compris en Europe. Là aussi, c'est des projections qui sont faites par la banque d'affaires Goldman Sachs. Très bonne croissance en 2021, qui va se tasser un tout petit peu en 2022. À l'échelle de l'Union européenne, ça va être encore des croissances de l'ordre de 4,5% de croissance. Dans certains pays qui accusent un peu de retard, comme l'Espagne, avec un fort rebond à attendre, notamment du côté du tourisme, les niveaux de croissance vont être encore plus forts. Là aussi, c'est des niveaux de croissance qu'on ne connaissait pas, et surtout pas en Europe, juste avant la crise sanitaire. On se rappelle que depuis la crise de 2008 et la rechute économique du début des années 2010, au moment où on a eu la crise des dettes européennes, on a eu des croissances qui étaient très très faibles, aux alentours de 1,5, 2%. Et là, d'avoir 4,5 de croissance attendue pour l'année prochaine, c'est un niveau tout à fait décent et qui nous permet effectivement d'envisager l'avenir sur ces prochains mois de manière tout à fait réjouissante. Et sur l'Europe et les États-Unis, le niveau de croissance qu'on estimerait tenable à long terme, comme tu disais, ces niveaux de croissance très élevés, on serait autour des 2-3% peut-être? Oui, c'est des niveaux inférieurs. On a tendance à penser que le niveau de croissance soutenable à long terme de l'Europe est plutôt aux alentours de 2%, un peu plus élevé en ce qui concerne les États-Unis, probablement plutôt aux alentours de 2,5%. Okay. On est bien au-dessus effectivement des niveaux à long terme. Bien au-dessus. Si on passe effectivement en revue le reste de la planète et notamment la grande économie qui vient, je vais d'abord traiter de la Suisse, bien entendu. La grande économie, avant l'économie chinoise qui est une économie importante pour les destinées de ce monde. En ce qui concerne la Suisse, forcément, la Suisse est un pays très tourné sur l'étranger, qui commerce beaucoup avec les pays qui l'entourent et avec notamment les États-Unis, mais également l'Asie. Donc forcément, quand l'économie mondiale va bien, et surtout quand l'économie européenne va bien, et on voit que les perspectives de croissance sont très bonnes pour l'année prochaine en Europe, eh bien l'économie suisse a tendance à se porter à merveille. Donc on a eu ce fort rebond, également porté tout d'abord par l'industrie manufacturière, mais également ensuite les services qui ont suivi. Ça commence à se tasser un petit peu, mais on conserve effectivement une très bonne dynamique pour l'année prochaine. Je le mentionnais, la Chine, donc poids lourd économique s'il en est, c'est vraiment l'autre économie qu'il faut surveiller d'extrêmement près. Alors c'est vrai que les nouvelles qui proviennent de Chine récemment ont soulevé quelques inquiétudes. Et notamment, on sait que le secteur immobilier passe des moments un peu plus difficiles. Ce que l'on peut dire en ce qui concerne la Chine, c'est que clairement, c'était le premier pays à sortir de la crise sanitaire, avec une croissance relativement forte. Et on sait que c'est un pays qui, depuis la crise de 2008, essaye de mieux piloter son économie. Après la crise de 2008, il y a eu une relance extrêmement forte qui a occasionné quelques déséquilibres dans l'économie chinoise,
une spéculation immobilière importante, des investissements extrêmement importants dans l'outil productif, Ouais. au point de voir des fois des investissements qui n'ont pas été productifs et qui n'ont pas été accompagnés par une augmentation de la productivité. On sait que la Chine veut éviter autant que possible des déconvenus, des grands déséquilibres, et donc elle a eu tendance à refermer le robinet du crédit de manière assez vigoureuse, Ouais. une fois que la reprise était assurée après la crise sanitaire. Probablement qu'elle a refermé le robinet du crédit de manière un peu trop importante, d'où quelques tensions au niveau du secteur immobilier et la crise au niveau de ce grand promoteur Evergrande dont les médias ont beaucoup parlé. Il est probable que dans les prochains mois, on constate que les autorités chinoises vont commencer à desserrer un petit peu le robinet du crédit et probablement temporiser un petit peu sur cette grande vague de réglementation, de régulation de plusieurs pans de son économie. Probablement, il faut s'attendre à une certaine réaccélération de l'activité en Chine. Ce que l'on peut dire pour les autres marchés émergents, c'est que là, probablement qu'il va y avoir, avec un certain décalage, un certain rattrapage économique. On parlait du retard qui a été pris par de nombreux pays émergents en matière de vaccination, avec le rattrapage que vont connaître ces pays en matière de vaccination. Là aussi, il y aura un certain essor économique qui est attendu pour l'année 2022. Merci beaucoup, Daniel, pour ce premier point. On a des niveaux de croissance qui sont bien au-delà de ce qu'on estimerait être des niveaux de croissance, alors j'ai utilisé le mot normal avec des guillemets, en tout cas durable à long terme selon nos estimations. Donc, qui dit une croissance aussi forte dit inflation. Généralement, une croissance aussi élevée et aussi rapide va amener son lot d'inflation. Donc, est-ce que l'inflation va vraiment être aujourd'hui le prochain risque à observer? Et qui dit inflation dit aussi une réaction des banques centrales sur les taux. Donc voilà, est-ce que tu peux nous faire un point sur les niveaux d'inflation, sur l'impact potentiel sur les taux, et qui vont être, si je comprends bien, le prochain point d'attention par rapport au marché? Alors, c'est vraiment la question qui est importante aujourd'hui. Pourquoi? Et tu l'as mentionné, Ali, c'est vrai que croissance économique forte, ça s'accompagne dans l'histoire économique généralement par une inflation plus forte. Pourquoi c'est important de se soucier de l'inflation? C'est que, et là tu l'as mentionné également, les banques centrales, leur mission, c'est d'assurer un bon niveau de croissance économique, mais également d'essayer de maîtriser l'inflation. Maîtriser les prix. Maîtriser la hausse des prix, parce que c'est vrai que généralement, lorsque l'inflation s'installe et qu'elle dérape de manière un peu trop forte, c'est difficile de la contrôler. Et généralement, pour la contrôler, ça amène les banques centrales à freiner beaucoup plus fort si l'inflation est forte, et au point que généralement, ça casse la dynamique économique. En fait, tous les cycles économiques, à l'exception des cycles économiques, en fait, toutes les récessions sont provoquées par les banques centrales. À l'exception des récessions qui sont provoquées par un événement hors norme comme la crise sanitaire, généralement, c'est les banques centrales qui ont tendance à accompagner le cycle économique jusqu'au moment où elles ne se sentent pas très confortables avec une inflation qui potentiellement commence à pointer son nez. Elles ont tendance à ce moment-là à freiner. Et généralement, c'est elles qui mettent un terme au cycle économique. Donc, pourquoi c'est important pour les marchés? Parce que généralement, les cycles des marchés, le cycle boursier, eh bien, il suit de manière assez fidèle le cycle économique. Donc, où on en est au niveau de l'inflation? Est-ce que c'est une inflation temporaire? Et c'est ce que s'évertuent à nous dire la plupart des banquiers centraux. Ou est-ce qu'il faut s'inquiéter d'une inflation plus persistante qui les amènerait à freiner plus fort à un moment donné? Donc, c'est vrai que quand on regarde ce graphique au niveau des États-Unis, eh bien, on voit à quel point il y a eu ce sursaut de l'inflation après la réouverture économique. Les prix ont eu tendance à s'envoler. On peut être assuré effectivement par les toutes dernières observations qui montrent un certain tassement, une stabilisation, un haut niveau de l'inflation. Et c'est vrai que la plupart des banquiers centraux, et notamment aux États-Unis, espèrent que c'est le début d'une certaine normalisation et d'un certain retour en arrière au niveau de l'inflation. Nous, on partage pas totalement
cette confiance ou cet optimisme, en tout cas en ce qui concerne les États-Unis, et je reviendrai sur le cas des autres pays tout à l'heure. Mais c'est vrai que les États-Unis, tout d'abord, c'est vrai que c'est des gros consommateurs en termes d'énergie. Donc, c'est le pays probablement que la Chine commence à rivaliser avec les États-Unis, mais probablement que les États-Unis, c'est le pays qui consomme le plus d'énergie dans le monde. Et on voit à quel point on est dans une situation pas très sereine en termes de stock de pétrole. Et je dirais que tous les prix de l'énergie fluctuent beaucoup en fonction de ce qui se passe au niveau du marché du pétrole. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est la ligne bleu foncé, on voit que les stocks dans le monde de pétrole sont extrêmement bas. On est clairement en dessous de la norme de ces 5 dernières années. On est forcément très en dessous de la situation de 2020 où le monde avait consommé très peu d'énergie pendant les 2 confinements. Mais clairement, là, pourquoi ça pose un problème? C'est que alors que l'hémisphère nord, qui est l'hémisphère qui consomme le plus d'énergie, alors que l'hémisphère nord est en train de basculer gentiment dans l'hiver, période où il y a une grosse consommation d'énergie, notamment pour des raisons de chauffage, eh bien, potentiellement, on a une situation de marché qui peut provoquer un dérapage supplémentaire des prix de l'énergie. Alors, c'est la situation qu'il faudra surveiller, surtout aux États-Unis, parce que aux États-Unis, on a déjà les entreprises qui essayent de répercuter la hausse des coûts des matières premières, la hausse des coûts de l'énergie. La plupart de ces entreprises essaient de répercuter ça sur les prix de vente. Et c'est là que potentiellement on peut avoir une sorte de spirale d'inflation qui s'instaure. Là, on voit, c'est des sondages qui sont faits auprès de la communauté des petites entreprises aux États-Unis. Et dans ces sondages, on leur pose la question, comment vous pensez que vont évoluer vos prix de vente, les prix de vos produits, de vos services dans les prochains mois? On constate la plupart, qu'il y a une majorité d'entreprises qui dit ouf, nous on va monter les prix tout simplement pour faire face à la hausse des prix de vente. Il y a un autre phénomène qui s'ajoute là-dessus, c'est que on a un certain nombre de secteurs d'activité aux États-Unis. On en parle depuis pas mal de temps aux États-Unis. Ça commence dans certains secteurs d'activité à apparaître en Europe, notamment dans les secteurs de la restauration. Aux États-Unis, le secteur de la restauration est un exemple parmi d'autres. C'est un secteur qui a eu tendance, au moment des confinements, de libérer des employés qui ont eu tendance à se tourner vers d'autres secteurs d'activité au moment de la réouverture économique. Certains de ces secteurs d'activité, notamment la restauration et l'hôtellerie, ne trouvent plus la main-d'œuvre. Donc, on est à un moment, on le voit sur le graphique de gauche, on a un désemploi, c'est-à-dire que les chômeurs, le nombre de chômeurs est en train de retomber à une vitesse assez grande, et le nombre de postes à pourvoir est en train de fortement augmenter. Et on a pas mal de postes à pourvoir qu'on n'arrive pas à repourvoir avec les chômeurs disponibles. Et donc là, c'est probablement une situation qui est problématique parce que les entreprises qui doivent repourvoir un poste, s'ils ne trouvent pas le candidat idéal, eh bien, il y aura tendance à observer une hausse des salaires. C'est là où on va devoir suivre cette situation, surtout aux États-Unis, parce que lorsqu'on a une hausse des prix accompagnée par une hausse des salaires, on peut avoir des effets de second tour, une deuxième ronde de hausse de prix accompagnée éventuellement par une nouvelle hausse de salaire. Cette spirale inflationniste, c'est clairement quelque chose qui est pas positif et c'est ce qu'il faudra suivre. Alors, je disais qu'on était surtout inquiet aux États-Unis par rapport à la situation d'autres pays, notamment les pays européens. On voit que les États-Unis, avec quelques mois, quelques trimestres de dérapage de l'inflation ces derniers temps, on est déjà retourné à la norme, à cette norme tendancielle de 2% d'inflation par an. Et ça ne nous surprend pas totalement, contrairement à l'Europe ou au Japon, où on voit que ça a très peu bougé. On a beaucoup de retard par rapport à cette hausse tendancielle de 2%. On est dans une situation assez différente. Je pense que j'avais adressé ce point lors du dernier webinaire, mais je pense que c'est important de le répéter.
Les États-Unis n'ont jamais vraiment connu une situation de désinflation durable, voire même de déflation durant les 10, 20 ou 30 dernières années. Donc, on a des mentalités et des réflexes au niveau de l'économie, au niveau des entreprises, qui sont des réflexes de situation, de contexte inflationniste. La hausse des coûts est là, on répercute ça sur les prix de vente. En Europe, et encore pire au Japon, on est dans une situation différente parce que les 10 dernières années, les 15 dernières années en Europe, les 20 ou 30 dernières années au Japon ont été marquées par des épisodes de déflation. Et donc, on a un contexte où les gens, les entreprises, les agences économiques se méfient d'un caractère très temporaire de ce retour d'inflation et se disent ne montons pas encore nos prix de vente parce que c'est peut-être temporaire et on risque de perdre des parts de marché. Et est-ce que les parts de marché que l'on perd face à des concurrents qui ne montent pas forcément leur prix, eh bien on ne les récupérera pas. Donc une mentalité, des réflexes inflationnistes aux États-Unis que l'on n'a pas en Europe ni au Japon. Donc, petit souci d'inflation qu'il faudra suivre de près aux États-Unis, sur le court, le moyen terme, sur la plus longue durée, on a de la peine à s'inquiéter fortement d'une inflation qui s'installerait sur la durée, voire même d'une hyperinflation. Pourquoi? Parce qu'on a toujours des facteurs durables de désinflation qui sont là. Ces facteurs durables de désinflation, on en a souvent parlé, il y a la démographie. Dans le monde, la population mondiale a plutôt tendance à vieillir et une population qui a tendance à vieillir, c'est une population qui épargne plus, qui consomme moins. Donc, c'est quelque chose qui est désinflationniste. On a l'essor, on en parle et on le voit de jour en jour, l'essor du commerce en ligne. Ça, c'est aussi quelque chose qui a tendance à mettre une pression assez importante sur les prix de vente. Et puis, toute cette tendance de fond qui va durer de l'automatisation, de la robotisation, ça, c'est aussi quelque chose qui probablement fait que l'inflation ne peut pas déraper de manière durable. Donc, un souci d'inflation très centré sur les États-Unis, sur sur les 2-3 prochaines années, mais probablement pas plus longtemps. Mais forcément, ça occasionnera quelques soucis. On adressera ça tout à l'heure au niveau des banques centrales. Mais c'est vrai que le marché obligataire, il est en ligne de mire par rapport à ce petit dérapage de l'inflation. Généralement, le marché obligataire, il a tendance à compenser pour le risque inflationniste. Si on a 1% d'inflation, eh bien, quand on investit sur des obligations, on espère que ça va nous compenser de ces 1% d'inflation, qu'on aura 1% de rendement. Ce que l'on constate, c'est que depuis l'éclatement de la crise sanitaire, le marché obligataire ne compense pas de ce risque d'inflation, tout simplement parce qu'effectivement, les banques centrales ont mis en place des politiques d'urgence pour contrôler les taux longs, pour éviter qu'ils ne montent, mais on touche probablement au terme de ces politiques d'urgence. Et dans ce contexte-là, comme tu le mentionnes là sur ce slide, les tips, on reviendra plus tard sur l'allocation de portefeuille, mais ça reste une façon aussi de se protéger et d'être compensé, vu que le marché lui-même ne compense pas forcément. Absolument, tu as raison de le préciser. Alors, j'adore cette phrase. Est-ce que les banques centrales peuvent gâcher la fête? C'est vraiment la question de fond, comme tu l'as dit. Là, ce qu'on constate, ce que tu partages avec nous, c'est qu'effectivement, la situation dans laquelle on est, on la doit aux banques centrales. Si on avait laissé le marché complètement libre, ou la situation complètement libre, on ne serait pas forcément dans la même situation économique et on ne serait pas forcément non plus dans la même situation au niveau des marchés financiers. Donc, qu'est-ce que les banques centrales pourraient faire maintenant, de positif ou de négatif, si je pose peut-être la question comme ça, on les observe. Voilà, qu'est-ce qu'elles peuvent faire de manière positive ou de manière négative, notamment au niveau des taux d'intérêt, aujourd'hui, qui pourraient influencer l'évolution de l'économie et des marchés? C'est là aussi une question centrale, et c'est vrai que dans ce titre, on s'est permis de parler de fait. C'est clair que pour quelqu'un qui arrive d'une autre planète et qui dit le monde a traversé une crise sanitaire sans précédent, qu'ont fait les bourses, de voir de telles performances boursières aussi bien en 2020 qu'en 2021, forcément, il y a... C'est presque contre-intuitif. C'est presque contre-intuitif. Alors, probablement que la situation économique, on a vu à quel point elle s'est redressée, justifie ces performances, mais c'est vrai que
Les politiques accommodantes des banques centrales ont également permis effectivement que les bourses se portent aussi bien. Alors c'est vrai que le contexte est en train de changer au niveau des banques centrales et pour l'instant, les banques centrales s'engagent sur, on va dire, un changement de cap très progressif et en principe relativement indolore. Donc, ce que les banques centrales nous ont préannoncé, c'est que, en tout cas, à commencer par la Réserve fédérale américaine, America First, comme dirait l'autre, eh bien, on va commencer à réduire les injections de liquidités dans le système. Donc, ces injections de liquidités, elles ont été faites en rachetant des actifs, en rachetant des obligations. La Réserve fédérale américaine, elle imprime des billets, avec ça, elle achète des obligations et de ce fait, elle injecte des liquidités dans l'économie et dans le système financier. Ça va commencer à se réduire à partir de la fin de l'année. Novembre, décembre, la planche à billets américaine va commencer à tourner moins vite. Donc, moins d'injection de liquidité. Moins d'injection de liquidité qui s'arrêteront probablement vers le milieu de l'année prochaine. Et après, qu'est-ce qui va prendre le relais? Toute chose étant égale par ailleurs, si l'économie reste dans une bonne dynamique, eh bien, la Banque centrale américaine va commencer à monter ses taux vers la fin de l'année prochaine. C'est ce que l'on voit sur ce graphique qui est un peu compliqué. Comment il faut lire ce graphique? En fait, la Banque centrale américaine, qui a un directoire de banquiers centraux, sauf erreur, une quinzaine de banquiers centraux, à chaque fois, ils doivent donner leur pronostic sur l'évolution des taux directeurs de la Banque centrale sur les prochaines années. Ce que l'on constate, donc chaque point jaune, c'est un de ces banquiers centraux américains. Et donc, ce que l'on constate, c'est que fin 2022, il y a déjà une proportion relativement importante de ce directoire de la Banque centrale américaine qui envisage qu'on va commencer à monter les taux. De pas grand-chose, on passerait de quasiment 0 à 0,5. Fin de l'année 2023, là, une hausse un peu plus sensible des taux directeurs, puisque en moyenne, on serait aux alentours de 1% sur les taux américains à l'échéance de 2023. Donc ça, c'est un peu la feuille de route que nous présentent les banquiers centraux. La Banque centrale européenne suivra derrière, la Banque d'Angleterre également, la BNS éventuellement aussi. Mais ça, c'est la feuille de route. Forcément, s'il y a une détérioration de la situation de l'inflation, avec une inflation qui s'annonce plus persistante aux États-Unis, éventuellement, le rythme pourrait être accéléré. Et si ce rythme est accéléré, c'est là où potentiellement on pourrait avoir des marchés qui pourraient moins bien accueillir les décisions de la Réserve fédérale américaine. On parlait de réduction des liquidités. Alors, on constate effectivement sur ce graphique que les injections de liquidités commencent déjà, en tout cas, sur une évolution annuelle, sur 12 mois, commence déjà à ralentir. Donc, on ne draine pas les liquidités, mais par contre, c'est vrai qu'on injecte un peu moins de liquidités, en tout cas avec une progression moins forte. Donc là, c'est vrai que c'était un fort soutien pour l'économie, c'est un fort soutien pour les marchés financiers, plus précisément pour les bourses. Probablement qu'il faut attendre à ce que ce soutien commence à diminuer. Il a probablement déjà commencé à diminuer et il continuera de diminuer dans les prochains mois. Un autre soutien qui aura tendance à diminuer dans les prochains mois pour la bourse, c'est les résultats des entreprises. Donc, les bénéfices des entreprises qui étaient quasiment à l'arrêt durant les confinements sont repartis de plus belle. Il y a eu de très fortes progressions des résultats des bénéfices aux États-Unis, en Europe, sur la plupart des bourses. Et non seulement on avait des progressions de bénéfices assez fortes, mais on avait régulièrement des entreprises qui faisaient mieux que ce qui était attendu. Là, on rentre dans une phase où probablement ce sera plus difficile de battre les attentes et donc, on va dire, des progressions de bénéfices qui rentrent un peu plus dans la norme. Donc, on le voit bien, on est dans un changement de régime. Et on avait abordé ce changement de régime lors du webinaire du mois de juin qui semble effectivement se confirmer. On avait mentionné à l'époque qu'effectivement, si on découpait le cycle boursier en différentes étapes, on a, après la récession, où généralement, ce n'est pas un bon moment pour l'évolution des bourses. Généralement, on a plusieurs mois, souvent une année, d'une évolution très, très positive des bourses qui commencent à anticiper le retour de la croissance. On a probablement quitté vers le milieu de l'année cette première phase
très positive sur les bourses. Et on est rentré dans une seconde phase qui est d'habitude associée à une progression toujours positive des bourses, mais beaucoup plus faible, une progression et des rentabilités des bourses beaucoup plus faibles et un comportement beaucoup plus volatile. Et ça semble se confirmer depuis quelque temps. Alors c'est vrai qu'on reviendra sur l'allocation que l'on a dans les portefeuilles, l'allocation tactique. C'est vrai que par rapport à ce changement de régime, ce cycle, cette nouvelle phase du cycle boursier, on peut se poser la question, tiens, on est surexposé aux actions, est-ce que ce n'est pas le bon moment pour éventuellement réduire le risque, prendre quelques bénéfices après une bonne évolution des bourses? On s'est posé cette question-là, effectivement, et il y a différents facteurs qui nous retiennent de réduire l'allocation bourse aujourd'hui. Tout simplement parce que le premier élément, et il est important, c'est qu'on a déjà un sentiment des investisseurs à l'égard des bourses qui est très déprimé. Et ça, c'est un chiffre, un indicateur qui mesure le sentiment à l'égard de la bourse américaine. C'est le trait jaune qu'il faut regarder. On voit qu'on est extrêmement bas. Donc, en gros, comment on lit ce graphique? Ça va de 0 à 100. Si on est à 0, c'est que le pessimisme est total. Quand on est à 100, l'optimisme est extrême. On arrive, comme vous le voyez sur ce graphique, jamais à 100 et quasiment jamais non plus à 0. Heureusement, au moment du pire de la crise sanitaire, on était tombé aux alentours de 5 à 10% d'opinion positive à l'égard des bourses. On voit à quel point quelques semaines de volatilité se sont traduites déjà par un optimisme des investisseurs qui s'est évaporé. On est à 18. C'est plutôt de manière contrariante, c'est un moment où il ne faut pas réduire les actions, c'est plutôt un moment où il faut réinvestir sur les bourses. Je vous invite à consulter le tableau qui est en bas de page. On constate que quand l'optimisme est en dessous du niveau de 40, généralement un investissement dans la bourse à ces niveaux-là, dans cette zone-là, se traduit généralement par des performances positives de l'ordre de 30% annualisées. Donc on voit que c'est plutôt un moment où il faut plutôt ne pas vendre les actions, plutôt les accumuler ou les acheter. Donc ça, c'est le premier élément qui nous dissuade de réduire les actions aujourd'hui. Il y a un autre élément. Il y a un autre élément, c'est qu'on a une saisonnalité, on rentre dans une saisonnalité favorable. Ce graphique est assez intéressant, peut-être un peu difficile à lire, mais comment est-ce qu'il faut le lire? En fait, c'est les performances boursières mondiales, c'est l'indice mondial, qui est décomposé en 4 trimestres. Les 4 trimestres, ce que l'on constate, effectivement, donc le premier trimestre de l'année, c'est en rouge, le deuxième trimestre, c'est le jaune, troisième trimestre en bleu, c'est de juillet à septembre, et le dernier trimestre, c'est en noir. Alors, ce qu'on constate, c'est que pas mal d'investisseurs ou de gestionnaires de fortune connaissent bien l'adage sell in May and go away, donc vendre les actions en mai et aller se cacher. On le comprend assez bien en regardant ce graphique. On voit que les traits en bleu clair, il y a eu toute une période allant de 2000 jusqu'à quasiment 2010, où ce trimestre se traduisait par des performances qui étaient assez négatives. Ce que l'on constate, c'est que les traits noirs montrent que généralement, le dernier trimestre de l'année est un bon trimestre. Et notamment sur les dernières années. Et encore plus dans des années où la performance boursière a été bonne. Généralement, c'est des années qui se finissent quasiment en apothéose avec un très bon dernier trimestre. Alors, bien entendu, ça, c'est des statistiques, c'est des mesures statistiques, c'est des séries statistiques et on doit toujours répéter que toute série statistique, un jour, va arriver à son terme, va trouver sa fin. La fameuse phrase, la performance passée ne présage pas les performances futures. Exactement, ce serait trop facile. Mais par contre, on constate que quand même, il y a un contexte de marché qui visiblement est assez favorable sur le dernier trimestre. Et par rapport à tout ce qu'on en a décrit avant, à savoir des politiques monétaires qui vont tourner, mais qui restent encore très, très accommodantes, des croissances fortes, des croissances des bénéfices qui sont fortes. Donc, on a quand même un contexte qui reste encore assez favorable pour les prochaines semaines ou les prochains mois, et donc qui nous incite effectivement à pas trop toucher aux allocations boursières. Un petit graphique rapidement pour rappeler qu'on parle souvent de valorisation, que les valorisations boursières sont élevées, sont chères. Je pense que
Si on doit dire qu'il y a un marché qui est un peu cher en ce moment, c'est les États-Unis. Les D'accord. valorisations boursières d'autres pays, et notamment en Europe, donc les fameux rapports cours-bénéfices, combien d'années de bénéfices vous mettez sur la table pour acheter la bourse américaine, 21 années de bénéfices, c'est relativement cher par rapport à la norme historique. En Europe, c'est plutôt aux alentours de 16 années de bénéfices. C'est des niveaux beaucoup plus raisonnables de valorisation. Merci beaucoup, Daniel. Donc, dans ce contexte, hein, c'est la fameuse question à chaque fois, la question finale. Comment est-ce qu'on traduit tout ça au niveau de l'allocation de portefeuille? Donc, on va venir là-dessus tout de suite. Donc, on est toujours positif sur les actions. Les obligations, toujours être sélectif, mais c'est compliqué. On a évoqué lors des fois précédentes l'immobilier. On vient de parler des tips. Donc, comment est-ce qu'on transforme tout ça maintenant en investissement au sein d'un portefeuille? Alors, c'est vrai que par rapport à notre allocation d'actifs recommandés pour un portefeuille pondéré en francs suisses, donc c'est l'exemple qui figure à l'écran, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup changé nos grandes allocations dernièrement. Donc, on a une allocation plutôt modérée sur la classe obligataire pour les différentes raisons que l'on a mentionnées, pas mal de tips, et en dehors des tips, donc des obligations indexées à l'inflation. Oui. En dehors de cela, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à garder une politique assez prudente en termes de duration. Des durées obligataires plus courtes qui sont moins sensibles à une remontée des taux d'intérêt qui semble assez inéluctable. La partie action, j'en ai parlé, on ne la touche pas, on garde les grandes allocations, un poids relativement important consacré au plus grand marché, à la plus grande bourse, c'est les États-Unis, mais quand même un poids relativement élevé aussi à la Suisse et à l'Europe. On a apporté quelques changements, on a décidé de renforcer un petit peu les matières premières. Et donc, on a un petit peu d'or, mais les matières premières qu'on a renforcées, c'est les matières premières qui sont sensibles au cycle économique. Donc, le cycle économique va bien. On a mentionné qu'on garde une bonne dynamique, donc une croissance qui va rester soutenue. Ça fait que toutes les matières premières qui sont sensibles au cycle économique sont dans une situation de quasi déséquilibre. On le voit, on a des stocks qui sont bas. Je le montrais tout à l'heure au niveau de l'énergie, mais beaucoup sur la plupart des matières premières, que ce soit les métaux industriels, le bois, la plupart des matières premières, les stocks sont très bas et probablement que ça aura tendance à soutenir encore une hausse des prix de ces matières premières-là. On garde, on conserve une allocation relativement importante au niveau des fonds alternatifs. C'est quelque chose qui performe bien depuis 2 ans et on croit toujours aux atouts des fonds alternatifs dans une allocation de portefeuille parce que ça a un côté une décorrélation par rapport aux actifs traditionnels. Donc, ça amène des propriétés de diversification extrêmement intéressantes. Donc, on croit toujours à aux bienfaits des fonds alternatifs dans les portefeuilles. Sinon, au niveau des monnaies, on garde une allocation assez forte au dollar américain qui pourrait même être renforcée dans les prochains temps. Pourquoi? En fait, ce qu'on essaie de privilégier, c'est les monnaies des pays où les banques centrales vont monter les taux en avance. On va dire les premières banques centrales qui vont monter les taux, ce sera en principe salué par le marché d'échange parce que les investisseurs vont se détourner des monnaies qui offrent peu de rendement pour aller sur les monnaies qui offrent un peu plus de rendement. Donc, on parle notamment du dollar, la livre sterling, sur des monnaies un peu plus périphériques, plus petites, la couronne norvégienne, ça c'est des monnaies qui probablement devraient relativement bien faire dans les prochains mois. Et dans une approche à plus long terme, au niveau des thèmes d'investissement aujourd'hui que tu favoriserais, quels sont-ils? Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude depuis quelques webinaires de montrer cette page. C'est vrai que on continue de croire à la gestion thématique. Alors, pas uniquement la gestion thématique, mais on croit beaucoup à certaines thématiques que l'on met en place dans les portefeuilles. Les anglo-saxons appellent ça des méga-trends. On essaye effectivement, avec l'équipe d'investissement de Piguet Galland, de déceler des tendances durables qui auront des impacts sur la manière de fonctionner au niveau économique, qui auront des impacts sur certains secteurs d'activité
Et on essaye de capturer ça au travers de certificats que l'on gère, que l'on met en place justement pour changer ces changements, pour investir dans des sociétés qui captent ou qui profitent de ces changements de comportement. Alors, un certain nombre de ces thématiques que l'on a lancées ces dernières années sont très orientées sur les investissements durables. Ouais. On a eu l'occasion d'en parler. Helvétique, c'est privilégier les sociétés suisses qui ont vraiment un comportement exemplaire en termes d'investissement durable. On a souvent parlé aussi des smart cities, donc les villes du futur, tous les défis qui sont occasionnés par des villes qui doivent être mieux connectées, moins polluantes. On a pas mal parlé du climate action aussi. Bien sûr. Donc, investir dans des sociétés qui ont des réponses aux défis climatiques. Donc, le Women Empowerment, ça c'est aussi une des dernières thématiques qu'on avait lancées. Donc, des sociétés qui mettent en avant un meilleur équilibre entre hommes et femmes, qui prônent effectivement l'égalité des genres. Donc ça, c'est des thématiques sur lesquelles on mise beaucoup et on croit beaucoup. On pourrait encore parler d'autres thématiques. Nombreuses, hein, bien sûr. Voilà, elles sont nombreuses. Quelques thématiques aujourd'hui d'actualité. Naturellement, s'il y a des questions de la part des gens qui nous font le plaisir de nous entendre, de nous écouter aujourd'hui, il faut vous adresser à votre gestionnaire préféré. Bien évidemment. Merci beaucoup, Daniel. Donc, on arrive au terme de la présentation. On va passer à la partie des questions et réponses. Hein. Donc, il y a déjà différentes questions qui sont arrivées à travers le chat. Hein. Donc, je vous rappelle, vous avez le petit bouton point d'interrogation, que vous soyez sur PC ou sur un appareil mobile, pour pouvoir poser vos questions de manière anonyme. Hein. Elles arrivent là sur mon écran. Donc, je vous rassure, il n'y a que moi qui les vois. Et il y a déjà différentes questions, notamment une qui vient à chaque fois, parce que c'est à chaque fois une bonne question et tu l'as même évoquée. Est-ce que tu peux nous faire un mot un peu plus détaillé sur l'or au niveau des matières premières que tu viens d'évoquer, à la fois sur son rôle de hedge naturel, de couverture naturelle, comme on dit, au sein des portefeuilles, et puis aussi au niveau de son évolution. Si tu peux nous faire un mot sur l'or, s'il te plaît. Oui, alors c'est vrai que l'or conserve absolument ses propriétés d'assurance de portefeuille. Lorsque l'ensemble des autres marchés financiers connaît quelques stress ou se comporte mal, que ce soit en termes de crise ou autre, et bien généralement l'or a tendance à relativement bien faire durant ces périodes de crise. Donc, il conserve ses propriétés, ses bienfaits en termes de diversification et d'assurance de portefeuille. Nous, on en a effectivement dans les portefeuilles, on en a beaucoup moins qu'il y a de cela 2 ou 3 ans. Tout simplement parce que c'est vrai que le retour de la croissance, le retour de la confiance à l'égard des marchés fait que l'or fait probablement moins de sens, en tout cas une grosse allocation d'or fait moins de sens. Ce que l'on sait également, c'est que généralement lorsqu'on est dans une phase de remontée des taux, de remontée des rendements obligataires, généralement c'est une période qui est un peu moins propice à la détention d'or. Donc raison pour laquelle on a eu tendance effectivement à la réduire dans les portefeuilles. Mais c'est vrai qu'une fois que les taux d'intérêt seront remontés, une fois effectivement qu'on apercevra la fin du cycle économique qui approche, probablement qu'il sera nécessaire et judicieux de réaugmenter la part de l'or dans les portefeuilles. Parfait, merci beaucoup. Une autre question qui vient, alors c'est une double question. Hein. Il y a une première question par rapport aux obligations chinoises. Donc, on a vu ce qui s'est passé en Chine. On voit que c'est un marché qui est beaucoup plus régulé. On a vu l'éducation, les besoins d'éducation il y a quelques temps en arrière. On voit maintenant également Evergrande. Est-ce que tu peux nous faire un point spécifiquement par rapport aux obligations chinoises? Et même, j'ai envie de dire, c'est aussi une question qui vient, c'est une autre question, par rapport au marché chinois dans son ensemble, donc notamment par rapport au marché chinois. Alors, donc, déjà par rapport au marché obligataire chinois, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on est en train de regarder de très très près. Alors après, il faut distinguer le marché obligataire chinois. C'est vrai que il y a les obligations on va dire, de très bonne qualité, les obligations du gouvernement chinois ou de sociétés de la meilleure qualité, et puis les obligations, on va dire, plus à haut rendement. Donc, c'est deux marchés totalement différents. C'est vrai que nous, ce qui commence à nous intéresser, et probablement qu'on va commencer à investir dans ces obligations de la meilleure qualité, parce que c'est une très bonne diversification au marché obligataire classique, on va dire. Une très bonne diversification en termes de rendement.
Si aujourd'hui, les rendements obligataires, on l'a vu précédemment aux États-Unis, sont de l'ordre de 1,5% à 10 ans, en Europe, ils sont nuls, voire négatifs en ce qui concerne la Suisse. Donc là, on n'a plus de rendement. Les obligations du gouvernement chinois offrent des rendements de l'ordre de 3% pour certaines entreprises de bonne qualité. Ces rendements sont même supérieurs. Le marché high yield auquel je fais référence, les rendements sont encore supérieurs. Mais il faut vraiment être, c'est un marché très pointu. On a vu avec le cas de Evergrande, pour analyser les sociétés, c'est une gestion à part. Si on revient effectivement aux obligations de la meilleure qualité, ça offre ce supplément de rendement que l'on n'a pas beaucoup à l'échelle planétaire. Alors forcément, qui dit supplément de rendement, dit qu'on doit quand même avoir une opinion sur le risque attaché à la monnaie chinoise. Ouais. Et donc là, on est relativement serein pour différentes raisons. On sait qu'il y a une volonté du gouvernement chinois de rendre le yuan beaucoup plus convertible. On sait également qu'il y a une demande naturelle pour la monnaie chinoise parce que ce soit au niveau de la bourse comme du marché obligataire, le marché chinois a commencé à apparaître dans les grands indices. Et on trouve, nous personnellement, que la proportion réservée dans les grands indices, que ce soit pour les actions chinoises ou les obligations chinoises, est encore beaucoup trop faible par rapport à la taille de ces marchés et la taille de l'économie chinoise. Donc ça veut dire qu'on s'attend dans les prochaines années que dans les différents indices, le poids des actifs chinois va continuer de progresser. Qui dit poids qui continue de progresser dit que les gérants d'actifs dans le monde vont continuer à louer un poids toujours plus important aux actifs chinois, que ce soit sur la partie obligataire ou sur la partie action. Donc ça, c'est un soutien probablement pour la monnaie, mais également un soutien intéressant pour ces actifs-là, que ce soit sur la partie obligataire ou la partie action. Si on en revient effectivement au marché boursier chinois, on a connu quelques soubresauts. Là aussi, les bourses ont tendance souvent à anticiper. On a un ralentissement chinois de l'économie chinoise qui est indéniable pour différentes raisons. C'est les premiers à sortir, c'est les premiers à freiner. On s'attend à ce qu'ils fassent à nouveau un petit peu plus de relance. Ce que l'on a vu également, c'est que le gouvernement chinois, pendant très longtemps, il a fait le pari d'une économie et d'un pays sans Covid, en fermant les frontières. D'autres pays ont fait ce pari-là. La Chine est en train de rétropédaler. On voit bien que les pays qui ont fait ce pari, la politique zéro Covid, politique zéro Covid, voilà, je cherchais le mot, la politique de zéro Covid, sans vaccination, ça ne fonctionne pas. On a beau essayer de fermer une économie, même une île n'est pas totalement hermétique. Il y a des échanges commerciaux. Par exemple, qui avait essayé. Absolument, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, on voit que ça ne marche pas. Et le gouvernement chinois a décidé de vacciner à très large échelle, et on voit que la vaccination a totalement rattrapé les pays industrialisés en Chine, ce qui veut dire que probablement cette politique de zéro Covid qui a fait des stop and go, où on referme régulièrement certains pans de l'économie, certains secteurs d'activité, elle a probablement des effets néfastes sur la croissance économique. On va probablement avoir un changement de stratégie maintenant que la vaccination a atteint un niveau élevé et probablement qu'il n'y aura plus ces stop and go et ces fermetures occasionnelles de l'économie chinoise. Et ça, c'est logiquement quelque chose qui devrait soutenir la bourse chinoise, qui effectivement a connu quelques difficultés ces derniers temps, mais qui probablement devrait retrouver des perspectives un peu plus reluisantes. Merci beaucoup. Il y a une question qui sera peut-être la dernière question au vu de l'heure qui avance toujours très vite. Récemment, on a eu le rapport du GIEC qui est sorti par rapport au changement climatique. Et puis une question que je trouve assez intéressante, c'est est-ce qu'on a renforcé nos critères en termes de durabilité sur nos portefeuilles et sur nos fonds? Si je la reformule peut-être, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que nous faisons, Daniel, au niveau de nos critères, dans nos fonds et dans nos portefeuilles? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, beaucoup progressé sur cette thématique-là. On donne d'ailleurs régulièrement des conférences qui effectivement précisent ce que l'on a fait, la méthodologie qu'on a mis en place et dans quelle direction on va. C'est vrai que
on a mis en place, on va dire, déjà des méthodologies assez simples à comprendre, qui sont basées sur des exclusions. Donc, il y a, depuis pas mal de temps, on a mis en place cette politique d'exclusion sur, on va dire, les moins bons exemples au niveau des entreprises. Donc, il y a des exclusions qui sont assez strictes. Alors déjà, ça concerne un certain nombre de secteurs d'activité. Ça concerne, bien entendu, les secteurs qui viennent de manière assez naturelle à l'esprit, les jeux de hasard, la pornographie, le tabac, etc. Donc ça, effectivement, il y a des critères d'exclusion qui sont très stricts à partir de 5% du chiffre d'affaires qui sont investis, qui sont engagés dans ce genre d'activité. Eh bien, c'est des sociétés qui sont exclues des portefeuilles, de nos listes de recommandations, exclues de nos fonds. Ça, c'est des secteurs d'activité qui ont été complétés, qui s'élargissent. Ouais. Par exemple, on ne veut pas de charbon. Et là, les critères d'exclusion sont extrêmement drastiques, mais également l'armement, naturellement. Au niveau des énergies, on exclut également des énergies non conventionnelles, donc par exemple les sables bitumineux canadiens qui génèrent énormément de pollution, le pétrole de schiste, le gaz de schiste. Donc ça, c'est vraiment des critères d'exclusion que l'on a mis en place. Ouais. Après, on fait évoluer notre méthodologie pour aussi, on estime que pénaliser les mauvais éléments, les mauvais élèves, c'est pas suffisant. On va de plus en plus, et la liste des certificats, des thématiques que l'on a ici en place sur cette page montre à quel point on va dans ce sens-là aussi. On essaye aussi de miser de plus en plus sur les meilleurs élèves. Ouais. Ceux qui font des efforts vraiment pour trouver des solutions, pour quitter les secteurs d'activité plus polluants, par exemple, je parlais du Climate Action, et trouver des solutions ou aller vers des énergies renouvelables. Donc ça, c'est quelque chose que l'on met en place, que l'on a mis en place au sein des portefeuilles, au sein des fonds, et probablement qu'on va continuer à évoluer dans ce sens. Merci beaucoup, Daniel. Alors, je parcours les différentes questions qui ont été posées, mais on a effectivement fait le tour des différents points qui ont été soulevés. Donc, merci beaucoup, Daniel, pour cet exposé, pour cette présentation. Je vous remercie toutes, mesdames, messieurs, chers clients, d'avoir participé à notre webinaire. Le rapport détaillé de la stratégie sortira courant semaine prochaine, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, vous retrouverez bien la version dans le texte, si j'ose dire, de tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Et puis, comme d'accoutumé, si vous avez des questions plus précises ou si vous souhaitez approfondir certains sujets, eh bien, votre conseiller, votre conseillère ou nous-mêmes restons à disposition. Daniel, merci beaucoup. Merci Ali, merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Merci de s'être connectés et à une prochaine. À une prochaine, je pense à l'année prochaine du coup. À l'année prochaine. Merci à tous et très bonne journée. Au revoir.